Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen 2 fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans Buonasera Calcio, dans ce deuxième jour de l'année. Bonne année à tous déjà, tous mes vœux de bonheur, de réussite, je vais retirer mes lunettes, ça va être mieux. De bonheur, de réussite, de santé aussi et surtout. Je pense que c'est important. Voilà, merci d'être là, hein, merci d'être déjà présent dans le chat. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va se dire ? Il s'est passé plein de choses quand même pendant cette période entre Noël et Jour de l'An. Bien sûr, on va parler de la Première Ligue, et on va se demander si Arsenal a raté le coche ou pas de ce championnat de Première Ligue. On va ensuite parler de Serie A, parce que la Serie A a continué aussi. On a 2-3 enseignements à tirer de ce qui s'est passé en Serie A, et en l'occurrence, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu sous le prisme de la Juve, qui est la seule équipe qui tient le rythme de l'Inter pour l'instant. Et enfin, on va faire un petit point mercato d'hiver, les dernières rumeurs un petit peu sympas qu'on a entendues. Moi, en tous les cas, qui m'ont fait réagir. Donc voilà, si ça vous convient, c'est comme ça que ça va s'articuler. Bien entendu, vous connaissez Buonasera Calcio, vous pouvez intervenir n'importe quand. Et on peut parler de ce que vous voulez. Bien entendu, c'est pas parce qu'il y a un ordre, il y a un sommaire qu'on est absolument obligé de le suivre. Si vous voulez aborder des sujets intéressants, il n'y a aucun problème. Okutonujo, bonsoir. Et si c'est pour m'annoncer des nouvelles comme ça, c'est pas la peine. But de Cagliari apparemment en Coupe d'Italie. Oui, parce qu'en ce moment il y a Milan Cagliari qui se joue en Coppa Italia, et a priori Pioli a fait beaucoup tourner. Il a mis beaucoup de jeunes qui sont dans le 11 de départ. Donc Cagliari est bien parti apparemment. Ouais, ça te fait marrer, ouais. Pas trop moi. Bref. Ah, d'accord, il n'y a pas de but de Cagliari. Merci beaucoup, Kotonujo, c'est gentil. D'accord, donc c'était une blague. Bravo. J'ai marché. En même temps, je suis pas le live, je suis avec vous là, je suis en train de parler avec vous, donc voilà, il aurait été très possible qu'il y ait un but à la première minute pour Cagliari. C'est en ce moment au Milan, tout est possible. Bref, revenons-en à notre sommaire quand même. Arsenal rate le coche. C'était ça un petit peu le thème. Arsenal, effectivement, s'est troué. Arsenal, sur ses 7 derniers matchs, c'est une victoire, je crois, et un match nul ou 2 matchs nuls. Ils ont effectivement perdu encore leur dernier match, là, le match de fin d'année. Donc c'est vrai qu'ils avaient l'opportunité de vraiment s'échapper, et de faire plutôt une très très bonne opération au classement, plus exactement en tous les cas de consolider leur avance au classement, parce que c'est vrai que Manchester City, avec les blessures à répétition, etc., pouvait se permettre gentiment en tous les cas, ont beaucoup de mal, je vais y arriver, ont beaucoup de mal à suivre le rythme. De Bruyne ne revient pas, Erling Haaland est blessé pour l'instant, et c'est vrai que c'est pas du tout, il ne rayonne absolument pas Manchester City. Donc Arsenal avait une vraie opportunité de creuser un peu l'écart avec Manchester City, qui a perdu. Si on prend les 5 derniers matchs de Manchester City, ils ont fait 3 victoires, un nul, une défaite. Donc potentiellement, tu pouvais reprendre quand même 4 points sur eux. Et Arsenal, en fait, pendant ce temps-là, ils ont fait une victoire, 3 défaites et un match nul. Donc toute l'avance qu'ils avaient, maintenant ils sont à 40 points égalité avec Manchester City, ils ont tout perdu en l'espace de 3 matchs, parce que ça a été un match nul et 2 défaites sur les 2 derniers matchs, donc West Ham et Fulham. Les 2 défaites. Alors bon, tu peux comprendre que tu perdes contre... pas West Ham d'ailleurs, c'était Aston Villa. Tu peux comprendre que tu perdes contre Aston Villa. Ah non, c'était West Ham, pardon. Non, Villa, c'était tout au début de la série de 5 matchs. Donc en fait, ils ont perdu contre Aston Villa. Ils ont perdu contre West Ham, ils ont perdu contre Fulham, et au milieu, ils ont fait un match nul contre Liverpool qu'ils auraient dû perdre. Liverpool a eu énormément d'occasions.
Et ils ont quand même réussi à gagner 2-0, et ça c'est un petit peu surprenant parce que la seule équipe qu'ils ont gagnée c'est Brighton qui est une équipe qui joue très bien. Alors après c'est vrai que Aston Villa, bon, tu peux t'attendre à ce qu'ils galèrent un peu, Liverpool aussi. Mais c'est vrai que finalement perdre contre West Ham contre Fulham surtout, ça fait quand même des ordres. Donc je pense que effectivement, comme disait Sir Alex Ferguson, Sir Alex Ferguson, vous connaissez certainement cette phrase, c'est sûr, on ne gagne pas le titre au Boxing Day. En revanche, on peut le perdre au Boxing Day. Et je pense que c'est ce qu'Arsenal a fait. Ça va être compliqué. Alors bon. Pour l'instant, il n'y a que 5 points de retard sur Liverpool. Ils sont à égalité avec Manchester City, mais Manchester City a un match en retard. Donc potentiellement, Manchester City est à 2 points de Liverpool et deuxième du championnat. Ça, c'est un peu la théorie, elle est comme ça. Si jamais City gagne son match en retard, qui est contre je ne sais pas qui. Donc je me souviens plus, je crois que c'était quand il y a eu des intempéries là, récemment. Donc voilà. Bref, Arsenal probablement a raté le coche du championnat d'Angleterre, malheureusement, et c'est bizarre parce que c'est vrai qu'on avait l'impression, enfin en tous les cas, moi j'avais l'impression que l'équipe avait pris de l'expérience en attendant, avec la saison dernière, avec la course au titre qu'ils ont finalement perdu. Moi, je pensais qu'ils avaient pris un petit peu d'expérience. Malheureusement, c'est pas trop le cas a priori. Enfin, en début de saison, on avait l'impression qu'ils maîtrisaient plus les choses, qu'ils étaient moins feu follet, etc. Et en fait, finalement, malheureusement, émotionnellement, c'est toujours un petit peu léger. Donc voilà. Arsenal rate un petit peu le coche. Une équipe qui, elle, en revanche, je l'attendais pas forcément. Salut, on veut la vraie Ligue des Champions. Bonne année, merci d'être là. Une équipe qu'on n'attendait pas forcément, c'est Liverpool. Enfin, moi, je l'attendais pas. Elle avait fait une saison catastrophique la saison dernière. Ils ont perdu Sadio Mané. Au milieu de terrain aussi, il y a Henderson qui est parti. Bref, ils ont quand même fait une certaine mue. Mais surtout, Mohamed Salah s'est remis vraiment d'attaque. Il est meilleur buteur, meilleur passeur de la Première Ligue. Donc vraiment très très grosse performance. Alors, heureusement pour lui, mais malheureusement pour Liverpool, il part à la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est vrai que probablement l'Égypte, comme d'habitude, va aller assez loin dans la compétition. Donc il sera probablement pas là pendant un mois. Donc voilà, je sais pas exactement. C'est vrai qu'il y a 2 ans, comme le rappelait je sais plus qui, mais il y a 2 ans, Mané et Salah étaient partis et finalement en fait pendant cette période-là, Liverpool s'en était très très bien sorti, alors que c'était quand même 2 pièces maîtresses de leur effectif. Là, cette année, il y a une personne qui part à la Coupe d'Asie des Nations. Je crois qu'ils ont c'est leur japonais. Et en l'occurrence, Salah qui part à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'est pas si incroyable que ça. Ça va être difficile de jouer sans lui, mais quand même, Diogo Jota est en train de revenir. Nunez, on dirait aussi qu'il s'est refait un petit peu la cerise. C'est pas non plus fantastique. C'est toujours un Cavani, mais c'est quand même pas mal. Diaz, c'est plutôt bien, etc. Gakpo aussi, qui a marqué encore là. Donc non, c'est plutôt bien. On veut la vraie Ligue des Champions qui nous dit attention, Liverpool sans Salah ça va faire mal. Je vois pas comment le titre pourrait échapper à City perso. Bref. Je sais pas, faudra voir un petit peu comment revient Kevin De Bruyne, comment revient Erling Haaland. Est-ce qu'ils seront vraiment, parce que De Bruyne il revient quand même d'une très très longue blessure. Donc au début, il peut faire quelques bons matchs, mais le problème c'est le rythme à long terme que tu perds quand tu es blessé pendant très longtemps. Très souvent, je sais pas si tu as remarqué ça, mais c'est quelque chose même que les physios, c'est une espèce de... Alors, j'en sais quelque chose, même si j'ai jamais été sportif de haut niveau. En revanche, j'ai eu les blessures d'un sportif de haut niveau pendant très longtemps, et encore maintenant. Mais c'est vrai que
les blessures longues, style ligament croisé, on va dire. Quand tu reviens, souvent, t'es taquet parce que t'as eu, effectivement, tu sors de préparation physique, etc. En gros, t'as refait une préparation physique, t'as pu te reposer, etc. Et puis en plus, t'es mentalement frais parce que t'as énormément envie de jouer. Donc tu reviens. Très souvent, les 3 premiers matchs sont très bons. Et après, le rythme, c'est très compliqué à récupérer. Hein, le rythme, l'enchaînement des compétitions, des matchs, tous les 3 jours, etc. Ça, c'est quelque chose que tu perds. Donc, très rapidement, ça baisse. Et ensuite, aussi, il est très fréquent que tu te blesses à un autre endroit que là, pour la raison pour laquelle tu as été arrêté. Parce que inconsciemment, tu combles. On va dire que tu vas faire des compensations. Sur la partie blessée, et très souvent tu te blesses ailleurs. Donc voilà. Donc ça, on va voir comment ils vont revenir, mais il est très possible que leur retour, alors surtout pour De Bruyne, parce que De Bruyne c'est vraiment très long, c'est depuis la finale de Ligue des Champions, donc voilà. Mais effectivement, en revanche, Erling Haaland, on verra, mais il commence à être blessé quand même relativement fréquemment, le petit. C'est au moins 2-3 fois par saison. Donc, pour l'instant, il a toujours été... Enfin, il a été là l'année dernière sur le Money Time. Donc voilà, même si pour moi, il n'a pas été très décisif. Mais voilà. McAllister aussi, ça joue bien. Oui, c'est clair, bien sûr. Non, mais le milieu de terrain, c'est très très bien à Liverpool. Ce qu'ils ont reconstruit là avec Szoboszlai, McAllister et tout. Non, c'est vraiment top. Tottenham, je comprends pas leur saison. Par contre, bien commencé, puis un gros trou, et là, ça va mieux. Oui, après, c'est la même chose. Alors, au Cotonou, il y a Covid très long aussi. C'est-à-dire, qui c'est qui a le Covid très long? Excuse-moi, j'ai peut-être raté un truc. Mais oui, il y a aussi il y a eu des cas de Covid très longs où les gens reviennent très, très, très difficilement. Ils ont le souffle coupé, le souffle court très, 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 très longtemps après leur Covid. Et c'est assez compliqué de revenir. Tottenham, un jeu très énergivore. Pardon, c'est un commentaire. De Bruyne se soigne à base de cataplasme de moule, dit Cotonou. Écoute, je sais pas. Je peux pas te dire. Oui, bon, il est belge. Probablement que les moules frites, il aime beaucoup. Je sais pas. C'est possible. Je peux pas te dire. Donc Tottenham, Tottenham, c'est un jeu très énergivore qui a mis en place Ange, je vais l'appeler Ange, c'est plus simple que son nom de famille, mais donc, et c'est vrai que c'est un jeu très sympa, bien entendu. Le problème, c'est que c'est vrai que la blessure de James Maddison a été vraiment très préjudiciable à Tottenham, et c'est ce que tu dis, en fait, ils ont été obligés de réorganiser leur jeu. En fait, avec Maddison, le jeu était très bien rodé. Alors, ils avaient des baisses de temps en temps physiques en fin de match, mais comme souvent, ils prenaient beaucoup d'avance grâce au talent de Maddison, en fait, même s'il y avait des retours, ils perdaient pas les matchs. Une fois que James Maddison est parti, ils ont vraiment galéré pendant 3-4 matchs. Et après, ils ont commencé à remettre de l'intensité, à mener. Très souvent, ils menaient au score. Et ils perdaient les matchs dans les dernières minutes parce que physiquement, ils avaient un gros problème. Donc, je pense que et physiquement, ils sont revenus, et aussi, ils ont appris à jouer sans Maddison, qui est un joueur absolument fantastique, qui s'est absolument, mais parfaitement fondu dans l'équipe de Ange de Tottenham. Et donc c'est vrai que c'est très... Je peux comprendre que maintenant, ça revienne. Et quand Maddison va revenir, c'est pareil, il va falloir qu'il retrouve des automatismes. Donc voilà, c'est un peu... ça va être un petit peu compliqué, la saison de Tottenham. Mais bon, en tous les cas, je les vois bien quand même dans les 5 pour être en Ligue des Champions la saison prochaine, parce que oui, n'oubliez pas, les 2 premiers à l'indice UEFA auront 5 clubs qualifiés pour la nouvelle Ligue des Champions. Pour l'instant, c'est l'Italie qui est en tête, avec juste derrière l'Angleterre. Donc alors ça va pas forcément durer, parce que les huitièmes de finale peuvent faire très très mal pour l'Italie. Donc voilà, mais pour l'instant c'est comme ça. Et il est très probable que la Première Ligue soit dans les 2 premiers, donc probablement que la Première Ligue aura 5 équipes qualifiées directement en Ligue des Champions la saison prochaine. Donc je vois bien Tottenham dans les 5. D'ailleurs, on parle de la CAN, mais n'oublions pas la Coupe d'Asie. Par exemple, Tottenham, ils vont perdre Son, absolument. Ouais, ils vont perdre Son, et ils vont perdre aussi... ils vont perdre 2-3 joueurs qui vont à la CAN, Tottenham. Donc ça va pas être... voilà.
C'est pas une danse, ça, le Madison. Oui, effectivement, c'est une danse. C'est une danse un peu de salon, un peu, une danse un peu, enfin, désolé à tous ceux qui dansent le Madison, mais une danse un peu pourrie, je crois. C'est sympa, on fait des trucs, enfin, bon, bref. On danse avec quelqu'un, en tout cas. Donc voilà. Ils vont galérer sans Son, absolument, tout à fait. Bon voilà, en tous les cas, Liverpool s'en sort plutôt pas mal et c'est vrai que je pense que ça va être un mano à mano entre City et Liverpool et ça je suis d'accord avec toi, on veut la vraie Ligue des Champions. Après effectivement, sans De Bruyne et sans Erling Haaland, Manchester City c'est autre chose, hein, c'est une autre équipe. Donc on verra comment ils vont vraiment revenir. Donc voilà. Arsenal, je pense que ça va être complexe, mais bon. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais ils ont perdu, je trouve, une vraie occasion de faire le trou avec tout le monde et qui n'ont pas réussi à saisir. Bon, on va pas, on veut la vraie Ligue des Champions, on va pas te faire l'infamie de parler de Chelsea ce soir, hein, parce que ça sert à rien. Je pense que tu as envie de passer une bonne soirée, donc on va continuer à passer des bonnes soirées. Donc voilà. Manchester United, c'est pareil. Hein, si un supporter de United, on n'a pas envie de lui miner le moral, donc voilà, on va continuer gentiment. Notre soirée sans trop en parler. Et puis voilà, hein, on va rester dans le haut du classement, ça va être très très bien. En tous les cas, Aston Villa confirme, et ça fait vraiment plaisir. City qui a pris de l'avance sur l'avenir en prenant la pépite argentine. On peut parler du miracle de United versus Aston Villa, c'était un super match, oui, effectivement. Mener 2-0 au bout de 30 minutes et gagner 3-2, c'était un super match, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Maintenant, bon, United, voilà, quoi, ils sont capables de ça, et puis juste après, le match suivant, ils perdent lamentablement. Donc voilà, tout est possible avec United. Il n'y a aucune continuité dans cette équipe, parce que c'est pas dans ce club, enfin, même si dans le club, tout est désorganisé, il n'y a plus rien qui tient, alors peut-être Radcliffe va remettre de l'ordre à United, et il est très possible qu'il revienne très rapidement. Mais bon, ça va être complexe quand même, ça va prendre du temps, je pense. C'est pas pire que d'être tifoso de la DA. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas faux. Bon, écoute, c'est des hauts et des bas, mais au moins avec la DA, tu sais à peu près où t'es, tu vois, tu luttes pour les places européennes, voilà. Bon, des fois t'y arrives, des fois t'y arrives pas, mais ils te font jamais vraiment honte, tu vois. C'est, voilà. Je pense, hein. Enfin, je sais pas, je suis pas supporter de la DA, mais... par contre, tu as vu la stat entre Salah et les attaquants de United en 2023. Non, j'ai pas vu. C'est quoi cette stat on veut la vraie Ligue des Champions. Il a marqué plus tout seul que tous les attaquants de Ligue de United, je suppose. Non, ça doit être ça. Ou en tous les cas, il était plus décisif que tous les attaquants de United. C'est probable. Hein. Je pense que le mieux, c'est Anthony. Franchement, à United, je pense que vraiment le top du flop, c'est quand même Anthony. On est sur du très 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 haut niveau. On est sur du Eden Hazard ou des trucs comme ça. Hein. On est sur du flop de compétition internationale, hein, des trucs de l'espace. Hein. Salah a mis 30 buts en 2023 et 5 attaquants de United, 29. C'est marrant ça. Enfin, c'est pas marrant pour eux, mais c'est très marrant à voir. Donc bon, après 30 buts, c'est pas énorme, hein, Salah. Hein. C'était pas une très bonne saison pour lui, hein, quand même. Hein. C'est pas vraiment énorme. Quand tu vois que Cristiano Ronaldo a mis 54 buts dans la saison. Bon, alors ok, il joue en Farmer League dans le golf. Soit, c'est vrai. Enfin, quand même, il les met. C'est déjà pas mal. C'est pas sûr que les attaquants de United mettent autant de buts en Arabie Saoudite. On est sur du Mitroglou. Anthony, ouais, il peut marquer à n'importe quel moment. C'était ça le truc. Oui, Anthony, il est sur 0 but et 0 passe D. Les 100 millions font mal. Ah ouais, non, je pense qu'Anthony, franchement, on est sur des standards de Eden Hazard. Flop de Eden Hazard au Real, quoi. C'est-à-dire, tu dépenses 100 millions. Bon, en l'occurrence, Eden Hazard, c'était 110 millions d'euros pour une année de contrat. Hein. C'est bien pire que Anthony. Hein. Faut remettre les flops à leur place. Hein. Eden Hazard, c'est le flop total. C'est le plus gros flop de l'histoire du foot, je pense, en termes de transfert. Je pense qu'il n'y a pas eu pire. Honnêtement, hein, je pense qu'en termes de rapport qualité-prix, hein, on est d'accord, 110 millions d'euros, une année de contrat catastrophique, à quoi qu'il y a peut-être eu Shevchenko à Chelsea quand même.
Shevchenko à Chelsea et Torres à Chelsea, c'est pas mal aussi, je pense. On est quand même sur des bases assez élevées. Ouais, mais Pogba à la Juve, il n'y a pas eu de transfert. Donc c'était pas. Tu vois, oui, c'est un gros salaire, mais c'est pas. Et encore, maintenant, il ne le paye plus vu qu'il s'est dopé, soi-disant. Donc voilà. Entre Ziyech, Tadic, Anthony, Van de Beek, être bon à l'Ajax, ça fait pas une grande carrière, absolument. Tu sais, j'entendais un truc là, et c'est très vrai. À l'Ajax, très souvent, et c'est un petit peu pareil à Nantes, c'est un petit peu pareil à l'Atalanta, par exemple. Tu me corrigeras si je me trompe au Cotonou Joe, mais ce sont des équipes qui créent des joueurs de système. D'accord ? Ce sont des joueurs qui s'épanouissent dans un système très 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 défini. Et en l'occurrence, ces trois équipes, l'Atalanta, Nantes et l'Ajax, sont des équipes qui te disent exactement quoi faire, à quel moment, dans quelle situation, etc. Ce sont des joueurs de système. Dès que tu les sors de ce système, et on l'a vu, hein, on aurait pu parler de je sais pas, on prend Nicolas Welec, Patrice Loco, Reynald Pedros, etc. Toutes les stars de Nantes. Alors là, je vous parle de joueurs que peut-être il y a des gens qui vont pas connaître, mais dans les années 90, Nantes était était la seule et la meilleure école de foot qui existait en France. Et d'ailleurs, depuis, il n'y a pas eu non plus d'école de foot depuis Nantes. On peut pas dire qu'il y a une équipe en France dont on sait à travers les générations, les joueurs, etc., comment ils jouent, en fait. Il n'y a pas d'école de foot en France. Il y a que dalle. Chaque équipe joue différemment en fonction de l'entraîneur. À Nantes, tu avais, dès la formation et jusqu'à l'équipe première, un vrai style de jeu qui avait été impulsé par Coco Suodo, suivi par Reynald Denouex, etc. Et en l'occurrence, Nantes était la seule école de foot en France. Et c'est vrai que les joueurs qui étaient excellents dans le système de jeu de Nantes, quand tu les sortais, devenaient des joueurs vraiment pas bons. Enfin, en tout cas, pas du tout au niveau où ils étaient au club qu'ils avaient avant. Et c'est très fréquemment le cas avec les joueurs de l'Atalanta, c'est très fréquemment le cas avec les joueurs de l'Ajax. Donc voilà, si on prend l'Ajax fantastique, là, quels sont les joueurs qui ont réussi réellement ? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de joueurs qui ont réussi. Même De Jong au Barça, c'est pas fantastique. On peut pas dire ça, tu vois. Donc, ouais. Je vais faire un tour dans les commentaires parce qu'il y en a pas mal. Hazard, il était arrivé avec 100 kilos de plus, oui, effectivement. Francfort aussi, entre Jovic, Colomwani, et j'ai oublié le dernier. Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que Francfort, je suis d'accord avec toi. Ouais. Hashtag Loukoum. Invaincu toute une saison, le FC Nantes de Suodo avec Pedros et Loco. Ouais, tout à fait. Oui, à la DA, il faut filer droit dans les schémas FISA, sinon le joueur met pas le pied sur le terrain. Ouais, avec Gasperini, ça rigole pas. Hein. C'est pas un gars qui te laisse improviser. D'ailleurs, en parlant de PL et de United, Sancho qui retourne en prêt à Dortmund. Absolument, on va en parler de toute façon dans le point mercato. Tout à fait. Ils ont du mal à s'imposer ailleurs, c'est vrai. Encore plus criant avec Højlund. Ouais, Højlund aussi, bien sûr. Et alors, je vais te dire, à Milan, le nombre de joueurs de l'Atalanta qu'on a récupérés qui sont devenus chez nous des pompes à vélo de l'espace. Hein. Alors, le dernier en date dont je me souviens, c'est Caldara. Caldara, c'est voilà. Le seul qui a vraiment marché, je trouve, en tous les cas, qui a soutenu Milan pendant sa Banterera, c'est oula, mais pourquoi est-ce que j'ai un trou tout d'un coup, le joueur qui joue à la Fiorentina maintenant, qui est un ancien de chez nous là, qui est bon, bref, je retrouverai le nom, excusez-moi, je sais absolument pas pourquoi je n'ai plus son nom, parce que je l'adore. Vraiment, c'est le seul joueur que j'ai respecté pendant la Banterera des 10 ans du Milan. Mais bon, bref. Voilà, en tous les cas, un petit peu, on a fait quelques tours, mais on a parlé un petit peu de Première Ligue. Pour ce soir, on va passer maintenant à la Serie A. Celui qui est parti au Barça, non, pas celui qui est parti au Barça. Il joue encore en ce moment à la Fiorentina. Il faudrait juste que, oui, le milieu de terrain. Il faudrait juste que je retrouve. Je sais pas pourquoi je ne retrouve pas son nom. Bref, j'ai sa tête j'ai son visage dans la tête là, mais bon, bref. La Juve tient le rythme. Il a été sélectionné en équipe d'Italie très récemment d'ailleurs par Spalletti, alors qu'il a plus de 30 ans maintenant, il a 34 ans je crois. Donc voilà. Bref, je vais vous trouver le nom après.
La Juve tient le rythme, oui, effectivement. Donc la Juve encore avec un match pas terrible. Je sais pas si on veut la vraie Ligue des Champions à regarder le match ou pas, mais c'est vrai que la Juve a réussi à marquer un but par Adrien Rabiot encore ce week-end et à recoller à l'Inter qui s'était un petit peu troué, qui avait fait un petit match nul, qui était voilà. Donc voilà, Milan a gagné aussi 1-0 péniblement contre Sassuolo. Donc tout le monde a repris 2 points sur l'Inter. Ça change pas que l'Inter a encore beaucoup d'avance, mais la Juve tient le rythme et a plus qu'à 2 points de l'Inter. Donc voilà. Alors je suis toujours pas convaincu par leur match, pour être très honnête. Il n'y a pas de maîtrise et puis surtout c'est pas très ambitieux comme jeu, voire même pas du tout ambitieux. Donc ça c'est un petit problème quand même. Mais ils sont encore là, ils lâchent pas l'affaire. Et ils vont probablement jouer le Scudetto jusqu'au bout. Ça, c'est assez surprenant, honnêtement. Honnêtement, c'est assez surprenant. Donc voilà, ouais, j'avoue que c'est, voilà, je suis de plus en plus surpris par cette Juve qui est redevenue, on va dire, un peu, si on peut dire ça, mais elle est redevenue la Juve des années 2010, c'est-à-dire une Juve pas folle, quoi, vraiment pas, on en est très loin. Et pourtant, ils ont encore, voilà, ils gagnent à chaque fois leur match en étant très sérieux, très restrictifs, très défensifs. Pourtant, ils ont du talent sur le terrain, honnêtement. Là, je trouve même beaucoup plus que ce que ça avait pu être en attaque, en tous les cas, par le passé. Donc voilà, donc je suis assez circonspect, mais ça va être une belle lutte jusqu'au bout, en tous les cas. Donc voilà, Bonaventura, mais oui, bien sûr, merci beaucoup, on veut la vraie Ligue des Champions, excuse-moi. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à trouver le nom de Bonaventura? C'est vraiment un joueur que j'adore, en plus. Donc bref. Donc voilà, Bonaventura, effectivement, c'est peut-être la seule réussite qu'on a eue avec l'Atalanta, parce que les Conti, Caldara, etc. Caldara, il est encore au Milan, hein. On l'a payé 42 millions d'euros il y a 5 ans. Et il a joué peut-être, je pense, 2 matchs avec le Milan. On l'a prêté une fois ou deux, mais le mec est là, est blessé H24, là il est encore blessé. Ça fait 5 ans qu'il est blessé, Caldara. Conti s'est fait 2 fois les croisés, quand même, chez nous. J'avoue, pardon, j'avais oublié, mais il y a quand même Franck Kessie. Franck Kessie qui est quand même aussi une réussite. Allez, Kessie, Bonaventura, les deux sont quand même des réussites, même si c'était pas fantastique, c'était quand même pas mal. Donc voilà. On veut la vraie Ligue des Champions. Et oui, on joue mal, mais on gagne une anomalie. Ouais, je sais pas si c'est une anomalie, c'est plus fino à l'affiné, c'est da Juve, tu vois, c'est plutôt ça, quoi. En fait, vous revenez à vos standards, même si vous avez eu des très très belles équipes, attention, mais c'est plus dans les années 90 ou 2000 que récemment, quoi. Donc voilà. La Juve, ils arrivent à avoir des résultats, c'est fou, et même avec le retrait de points la saison dernière. Ouais, c'est vrai. Cristante, mais est-ce que c'est une vraie belle réussite Cristante à la Roma? Moi, je suis pas sûr en fait. À chaque fois, je suis un peu je reste sur ma faim avec Cristante. Il est lourd, il ralentit le jeu. T'as l'impression que c'est un Matic en plus mauvais. Tu vois, voilà. Bon, bref, je suis pas super convaincu par Cristante, mais bon. Je pense que dans le Guinness Book, Allegri a une grande place dans le nombre de victoires 1-0. Ça doit être fou. Ouais, ça, je suis vraiment d'accord. Effectivement, ça doit être complètement dingue. Le nombre de matchs 1-0 qu'il a dû gagner, ça doit être dingo, quoi. Et alors, ouais. Même un 2-1, il fait rarement. C'est 1-0 ou alors il fait des mauvais résultats, quoi. C'est assez bizarre. Bref, à côté de ça, Milan donc essaye de tenir le choc. On verra jusqu'où. Pioli, il est toujours sur la corde. S'il gagne pas là contre Cagliari et le match de championnat contre Empoli qui va arriver, il va sauter probablement. Alors on parle de Oliver Glasner. Moi, franchement, je suis plutôt enthousiaste à l'idée de faire venir Oliver Glasner, qui était un très très bon entraîneur. Donc voilà, moi j'ai un entraîneur allemand, bien entendu, qui a fait de très bonnes saisons en Bundesliga et
qui, si je ne m'abuse, a gagné la Ligue Europa avec Francfort. Hein. Il me semble que c'est lui qui a gagné ça. Mais en tous les cas, Glasner a toujours pratiqué un très beau jeu. Donc voilà, donc c'est ouais, je suis plutôt, moi je serais plutôt enthousiaste. Si c'est Conte, en revanche, en fait, je pense pas que ça puisse être Conte parce que le projet, les investissements, les joueurs, tout, rien ne correspond à Conte, donc ça m'étonnerait. Mais voilà, il retrouverait son joyau Jovic en plus. Ouais, et puis Jovic, il se réveille. Hein. On l'a beaucoup chambré Jovic, mais ces derniers temps, il est plutôt bon. Hein. Ouais, Rebic. Rebic et Jovic, c'est vrai. C'était un sacré duo dans son Francfort. Donc voilà. Donc oui, honnêtement, moi je serais plutôt hypé par l'arrivée de Glasner. C'est ce type d'entraîneur, je pense, qui correspondrait au projet du Milan de Redbird Capital, hein, bien sûr. Alors, il y a toujours ces rumeurs d'achat par Investcorp, qui est un fonds d'investissement saoudien qui appartient, ou en tous les cas qui est lié par actionnariat au PIF, hein, donc le fonds d'investissement saoudien, enfin on va dire national, quoi, hein, qui est un puissant fonds. Donc si Investcorp arrive, là, c'est autre chose. C'est clair que Conte peut être une très bonne solution parce qu'on va lui recruter ses superstars. Donc, il va les avoir. Et puis, lui, il sait gérer ce genre de joueurs. Donc, ça, ce serait très bien. Moi, je serais très content. Hein. Mais si c'est toujours Redbird Capital qui est aux manettes, il n'y aura pas d'investissement, ou ce sera des investissements très, très, très raisonnés, hein, parce qu'ils ont de l'argent. Hein, mais c'est pas du tout un fonds d'investissement. Enfin, en tous les cas, c'est pas du tout une direction qui investit à corps perdu. Ils veulent gagner de l'argent, eux. Et en même temps développer le sportif. C'est une vraie bonne politique, je trouve. C'est juste que voilà, il faut avoir le bon coach pour ça, et Glasner, je pense, est le bon coach. Donc on verra pour Milan. Et puis Bologne a subi un coup d'arrêt là. Hein. Dernier match, voilà, ça s'est pas bien passé pour Bologne. Après, ça veut pas dire grand chose. Hein. Il continue quand même à faire une très bonne saison. Ça, il y a pas de problème. Mais c'est vrai que l'Udinese, qui est quand même pas une équipe fantastique de la Serie A, hein, qui est 15e de Serie A, qui avait pas gagné un match sur ses 4 derniers matchs, qui leur mettent 3-0, c'était quand même assez surprenant. Alors est-ce que c'était un petit peu une décompression de fin d'année, ou voilà, c'est quand même pas des joueurs qui ont l'habitude de gérer la course à la Ligue des Champions, etc. Hein, donc peut-être qu'ils commencent en tous les cas mentalement, à s'effondrer un petit peu. Donc voilà. Bon, en tous les cas, le Bologne de Thiago Motta a subi un bon coup de frein hein, en perdant ce match. Donc on verra. La Fiorentina, on en a profité parce qu'ils ont gagné. Et ils sont passés devant Bologne. Et c'est eux les 4e du championnat, à 3 points de Milan. Donc ils ont 33 points, Milan 36, la Juve 43 et l'Inter 45. Hein, donc on est à la 18e journée. Le 3e du championnat a déjà 9 points de retard sur le premier et donc 7 points de retard sur le deuxième. Ça pique. C'est pas très réjouissant tout ça, mais bon. Naples serait sur Soudakov, oui. Ouais, Naples, ils essayent un peu tout, là. De toute façon, ouais, voilà. Hein, là, c'est catastrophe. Hein. L'enchaînement Garcia-Mazzari, c'est catastrophe. Là, c'est vraiment n'importe quoi. Hein, parce que finalement, ils ont perdu 2 joueurs, hein, Naples. Alors là, cet hiver, ils ont en plus perdu Elgif Elmas, qui est quand même un très bon remplaçant, moi, je trouvais. Donc, ouais. Ça va être compliqué, hein. Ça va être de plus en plus compliqué, je trouve. Mais bon, on verra. Peut-être que Soudakov, c'est bien. Et la même journée, il y avait eu le 1-1 de l'Inter. C'était une drôle de journée. Ouais, de toute façon, et ils perdent aussi même en Cannes. Hein, et puis le Nigeria peut aller bien loin. Ils ont une bonne équipe. Hein. Nous, on perd Chukwueze. Milan perd Chukwueze aussi. Donc voilà, on perd Benasser, Chukwueze. Milan, je pense, c'est ceux qui prennent le plus cher avec la Cannes. Finalement, on va dire des 4-5 premiers. Je pense que c'est Milan qui prend le plus cher. Honnêtement, c'est quand tu perds Benasser, qui est vraiment titulaire, indiscutable, numéro 6. Enfin, quoique, là, ces derniers temps, il l'a fait jouer 8, par exemple, là, et il met Reinders numéro 6 hein, contre Sassuolo. Je sais pas pourquoi il fait ça. Bah, honnêtement, je comprends pas, mais bon, bref. Et tu perds Chukwueze, qui est la seule alternative à Pulisic, qui joue absolument tous les matchs, etc. Bah, ça va être compliqué. Bref. Enfin, c'est comme ça.
Et on va faire, justement, vous enchaîner avec Mazzocchi qui arrive à Naples, voilà, donc Soudakov, Mazzocchi, bon, Naples a toujours eu une super cellule de recrutement. Le gros problème, c'est que celui qui organisait cette cellule de recrutement, c'est Giuntoli, qui n'est plus là, hein, qui est maintenant à la Juve. Donc on va voir, hein, on va voir si vraiment c'est pas mal. Ah, c'est vrai que l'Atalanta perd Lookman, il va où? Il va où, Lookman? Il part? Ah, ça, je savais pas. En revanche, j'ai noté 2-3 petites nouvelles pendant que tu dis. Nous, à Marseille, la CAN nous fait mal. À force de recruter que des joueurs africains, en année de CAN, on prend cher. Oui, ça c'est vrai. Ah bah oui. Après, honnêtement, c'est vrai, il y a beaucoup de joueurs qui partent de la CAN. Je pense que le seul qui est vraiment problématique, c'est Mbemba. Honnêtement, hein, c'est voilà. Je pense que Aubameyang ne participe pas. Hein. Il me semble que son équipe n'est pas qualifiée pour la CAN. Donc, mais c'est Mbemba vraiment le gros problème. Ah, il va à la CAN, oui, d'accord. Et Lookman, excuse-moi, pardon. En fait, j'avais déjà switché sur le mercato, donc je me suis dit, Lookman s'en va en pleine saison, c'est vraiment bizarre. J'avais pas lu du tout de trucs sur Lookman. Donc voilà, oui, il va à la CAN au Nigeria. Donc c'est vrai que Lookman, bref, le joueur de Milan. J'ai des problèmes avec les noms ce soir. Je sais pas pourquoi. Il y a des soirs comme ça. Hein. donc voilà. Bref. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté donc effectivement Jadon Sancho qui était complètement bloqué à Manchester United, hein, vu que donc il a jamais voulu s'excuser devant tout le monde auprès de Erik ten Hag et donc ten Hag l'a blacklisté. Donc finalement il retourne en prêt au BVB. Alors ça peut... Je sais pas, moi je suis déjà pas convaincu par Jadon Sancho quand il est plein de bourre, qu'il joue, qu'il a du rythme, etc. etc. Même si je ne nie pas son talent, je dis juste, je nie sa qualité probablement d'hygiène de vie, je me pose des questions sur son explosivité, c'est de pire en pire, je me pose des questions même sur le rendu physique qu'il donne, hein. De plus en plus, je trouve qu'il a un rendu un petit peu, tu le vois évoluer un petit peu comme Neymar. Je sais pas si vous vous souvenez, mais Neymar, quand il est arrivé au Barça, il était tout fin, il était ultra explosif, etc. Et petit à petit, on l'a vu bouffir un petit peu. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de ça, mais Neymar, il est bouffi. Si vous regardez maintenant, il est bouffi. Alors bon, on sait, enfin, en tous les cas, on sait tous. Moi, je sais comment est-ce qu'on devient bouffi. donc voilà. La fiesta aide à devenir un petit peu bouffi. Et en l'occurrence, Jadon Sancho, j'ai l'impression qu'il prend un peu le même chemin. Et ça se voit de plus en plus sur son jeu, parce qu'en fait, l'explosivité vraiment magnifique qu'il avait au tout début, à ses tout débuts au BVB, a complètement disparu au fur et à mesure. Donc voilà, c'est un petit peu bizarre. Il y a un joueur qui devient bouffi, je trouve, au PSG et qui est libre. C'est qui? Ah bah oui. Alors je trouve, effectivement, t'as raison. Alors il ne devient pas bouffi. Je trouve en revanche qu'il s'épaissit. Et d'ailleurs, j'ai bien l'impression que le fait qu'il s'épaississe, donc bien sûr on parle de Kylian Mbappé, hein, effectivement en revanche il s'épaissit. Alors bon, c'est absolument normal qu'entre ses 17 ans quand on l'a découvert à Monaco et maintenant ses 25 ans au Paris Saint-Germain, donc 8 ans plus tard, ils prennent un petit peu de la masse musculaire. Mais j'ai l'impression qu'il a un peu trop travaillé et qu'il prend trop sur le haut du corps. Et d'ailleurs, ça lui joue un peu des tours quant à son explosivité, à sa vitesse. Ces derniers temps, je le sens pas aussi explosif qu'avant, Kylian Mbappé. Je suis d'accord. Après, honnêtement, je remets pas en question son hygiène de vie à Mbappé. Je pense que c'est un vrai, très grand professionnel. Donc, je sais pas, on va voir. Au niveau du visage, il prend aussi... Ça se voit beaucoup, je trouve. Oui, c'est vrai. Alors, je pense qu'il prend du poids, tout simplement. Ça, c'est possible. Hein. Quand on voit son papa, par exemple, et même sa mère, c'est pas des gens gros, hein, attention. Mais en revanche, c'est des gens qui ont un physique imposant. D'accord? Attention. Je ne suis pas en train de dire que c'est des gens qui sont en surpoids, pas du tout. Mais son papa et sa maman sont des gens qui ont un physique très imposant. Donc, le fait qu'ils soient à ce point-là fin, finalement, c'était presque une anomalie, on va dire, génétique, on va dire. Donc là, on a l'impression qu'il reprend un peu le chemin de sa génétique, quoi. Donc, voilà, c'est un atavisme, quoi. Voilà. Alors, attends, je vais faire un petit tour.
C'est l'andropause, dit Okutonujo, probablement. Je pense que c'est ça. Il s'est ici au niveau de la tête. Oui, effectivement. Ça, au niveau du melon, c'est possible. Peut-être pas pour rien que Luis Enrique le met 9. Ouais, c'est clair. De toute façon, Luis Enrique, il a... Enfin, Mbappé en 9, on sait que c'est pas sa meilleure place. Mais en même temps, sur la droite, maintenant, quand il rencontre des grosses équipes, il fait plus de différence. À chaque fois qu'il a rencontré l'Angleterre à l'Euro, Manchester City, le Real, etc. Alors, pas le Real. Le Real, c'est le mauvais exemple parce qu'il les avait pliés. Donc voilà. Mais en tous les cas, Manchester City et l'Angleterre, les deux fois. Ou même par exemple après dans les autres matchs il n'est pas décisif en Ligue des Champions mais il est plutôt il n'est pas décisif, c'est-à-dire il marque pas des buts mais il crée des passes décisives ou des choses comme ça, donc voilà. Mais ces derniers temps à gauche il fait plus trop de différence et surtout il défend pas. Donc je pense que Enrique, en gros, il lui laisse un choix, c'est soit tu fais 9 et là tu peux ne pas défendre, mais si tu fais 7, comme tu dis, Okutonujo, oui, Mbappé c'est un 7, si tu fais 7, il faut que tu défendes. C'est-à-dire le football en 2023, c'est plus le football de Cristiano Ronaldo et de Léo Messi. C'est terminé. Si tu défends pas à 11, tu perds. Tu ne gagnes pas la compétition. C'est simple. C'est comme ça. T'as beau avoir le talent que tu veux, tu défends. Erling Haaland, il défend. Kevin De Bruyne, il défend. Je sais pas, toutes les grandes stars, Vinicius, il défend. Donc, il n'y a que comme ça, en fait, que tu peux... je sais pas, Benzema, il défend énormément. Je te parle quand il jouait encore au football, hein, pas depuis qu'il est en Arabie Saoudite. Donc, c'est vrai... je pense que c'est un deal qui fait un petit peu avec Mbappé. Déjà de temps en temps, peut-être que dans certains matchs, il aura besoin de mettre Mbappé dans l'axe parce que à gauche, justement, il saura que il y aura pas de surprise. Alors que si tu le mets dans l'axe, ça peut surprendre l'équipe adverse. Et ensuite, je pense que c'est un message aussi qui lui dit t'aimes pas 9, oui, mais c'est le seul endroit où t'es pas vraiment obligé de défendre comme un chien. En revanche, tu veux être sur l'aile, aucun souci, avec grand plaisir, je te mets sur l'aile, mais là, tu dois défendre vraiment comme un chien. Donc voilà. Après, défendre comme un chien pour un joueur comme Mbappé, c'est juste se replacer et se mettre en face du joueur pour essayer de couper une ligne de passe. Hein. On lui demande pas d'être numéro 6 et d'aller gratter des ballons dans les pieds. Hein. Donc c'est juste revenir en fait et venir se mettre dans les lignes de passe. C'est tout ce qu'on lui demande. Et orienter le jeu comme ton entraîneur te demande de l'orienter. C'est-à-dire si ton joueur, tu veux vraiment pas qu'il joue le long de la ligne, tu te mets le long de la ligne pour qu'il soit obligé de jouer dans le cœur du jeu. Et c'est comme ça que le pressing va s'activer. Donc voilà, c'est simple le foot. Enfin, c'est pas simple d'ailleurs, mais ça marche comme ça le foot. C'est tout ce qu'on te demande, c'est pas forcément de récupérer la balle, c'est de faire aller la balle là où l'entraîneur veut mettre le vrai pressing. Donc voilà, c'est ça qu'on te demande. C'est clair que des Erling Haaland, on lui demande pas d'aller tacler dans les pieds. En revanche, Guardiola, il lui dit avant le début du match. Ce joueur-là, il est pas à l'aise quand il joue sur sa droite. Tu dois le presser sur sa gauche pour qu'il soit obligé de jouer sur sa droite. C'est simple, c'est pas compliqué. donc voilà, en fait, c'est ça qu'on lui demande. Donc, bref. But de Jovic, il y a 12 minutes. Sérieux ? Tu sais que j'ose pas regarder parce que ça me stresse un peu. Je suis pas bien. J'aime bien Pioli, mais en même temps, j'ai envie qu'il se fasse virer. Ah oui, effectivement, but de Jovic. Mais de toute façon, Jovic, en ce moment, il revient à fond. Hein. Il est super chaud, hein, le petit coquin. Ouais, c'est bien ça. Moi, je suis bien content. Ces derniers temps, il est vraiment, vraiment bon. Et pour le Real, être 9, c'est parfait. À gauche, il y a déjà Vini. Donc, c'est tout bénef pour lui de jouer 9. Oui, c'est vrai. Après, ça se trouve, Vinicius, tu sais, il peut très bien faire le voyage inverse et aller au Paris Saint-Germain. Hein. On va savoir. Si le Real veut absolument Mbappé, qu'il prenne Mbappé, et que Vinicius finalement se retrouve au Paris Saint-Germain, c'est aussi possible. Hein. Il n'y a pas d'impossibilité. Mais c'est vrai que ça leur demanderait de réinvestir dans un neuf qui va coûter très cher. Parce que le Real, pour l'instant, ne l'a pas fait. Donc oui, je pense qu'ils vont essayer de le faire jouer neuf, malheureusement pour lui. Donc, voilà. Et pour l'équipe de France. Enfin voilà. Donc, alors, on en était à Jadon Sancho et puis on a dérivé vers la bouffitude. On va parler un petit peu de la Juve pour faire avancer les choses. Doublé de Jovic ? Non mais sérieusement, tu me fais encore une blague. Je suis sûr que tu me fais une blague au couteau de jour. Doublé de Jovic, là je le... Tu vois ? Je sais pas. Moi, je vois pas doublé de Jovic. Non. Ah si, 42e, bravo. Félicitations, c'était pas en live. Bravo. 42e, 2-0, ça c'est beau.
Oui, donc Emre Can à la Juve, a priori, hein, qui quitterait donc Dortmund pour aller à la Juve. Ça, ce serait vraiment bien. Oui, j'ai vu. Ouais. Merci, je te jure, oui, je te crois. J'ai vu en direct. Donc Emre Can à la Juve, ce serait plutôt pas mal au milieu de terrain, je pense. Ça donnerait de la profondeur et de l'expérience au milieu de terrain à la Juve. Après, bon, voilà, c'est pas non plus ouf, hein, mais ça peut être intéressant. On parle aussi de Calvin Phillips à la Juve. Ah bon, pas vu cette news, Chan à la Juve. Ouais, si. Mais alors c'est vraiment de ce soir. Hein. C'est pas vieux. Donc voilà, ce serait plutôt bien. Ah non, pardon. Non, je suis désolé. C'est moi qui me trompe. Emre Can à Naples. Ouais, voilà, c'est Emre Can à Naples. C'est juste que, bon, Emre Can à la Juve, voilà. Mais oui, Emre Can à Naples. Donc, effectivement, ça pourrait être une option pour Naples, pour renforcer leur milieu de terrain après le départ de LG Elmas, justement. Calvin Phillips, lui, vraiment, c'est à la Juve ou alors au Paris Saint-Germain. Ça, franchement, je suis vraiment pas convaincu, ni à la Juve d'ailleurs, ni au Paris Saint-Germain. Alors, peut-être un petit peu plus à la Juve, parce que Calvin Phillips, il a une vraie dynamique, tu sais, physique. Il donnerait une dimension un petit peu différente, je trouve, au milieu de terrain de la Juve, que Locatelli, je trouve, ne donne pas. Locatelli ralentit le jeu, je trouve. Et donc, je trouve que Calvin Phillips amènerait les muscles, en fait, dont manque peut-être le milieu de terrain de la Juve pour faire des décalages, être plus impactant. Donc, Juve, il leur manque Berardi. Comme ça, ils auront la connexion Panini-Sassuolo. Et grave. Il a gardé une belle cote, Calvin Phillips. Ouais, absolument. Et alors après, effectivement, le Paris Saint-Germain cherche aussi à renforcer son milieu de terrain parce qu'il n'y a pas beaucoup de remplaçants. En fait, tu vois. Alors déjà, je trouve que le milieu de terrain, on en a déjà parlé ici à de nombreuses reprises, mais le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, il est pas mauvais, mais c'est un milieu de terrain moyen, d'accord. Le petit Zaïre Emery, il est très bon, mais bon, il a 17 ans et c'est pas Rodri, hein, on est bien d'accord. C'est pas ce calibre de milieu de terrain. C'est pas Joshua Kimmich, c'est pas des joueurs de ce calibre-là. On est bien d'accord. Zaïre Emery, c'est un très bon milieu relayeur, très cool, super. Franchement, il a 17 ans, c'est extraordinaire ce qu'il fait à 17 ans, mais pour l'instant, peut-être qu'il deviendra ce joueur absolument décisif au milieu de terrain. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. D'accord, c'est pas le Casemiro du Real, etc. On en est très loin. Donc, il a le potentiel peut-être pour le devenir. Ça change pas que ce sera dans 5 ans. Donc voilà, on n'en est pas là. Vitinha, Ugarte, bon, c'est mignon. C'est du petit milieu de terrain sympatoche. Pour la Ligue 1, c'est très très bien. Ça domine les débats tranquillement. Mais en revanche, bon, il n'y a pas grand-chose de plus. Et effectivement, avoir peut-être En plus, je trouve que ça manque de muscles. Pareil, c'est un milieu de terrain. Zaïre Emery, il est quand même relativement bien constitué, on va dire. Et il a de l'impact. Mais il manque quand même du lourd. Et en l'occurrence, Calvin Phillips peut amener ça au Paris Saint-Germain. Je trouve que dans les deux milieux de terrain, je suis assez hypé par l'avenue de Calvin Phillips, même si ça fait longtemps qu'il n'a pas joué avec Manchester City. Donc on verra. Par contre, Mason Greenwood, son retour est fou. J'ai vu que le Barça, qui n'arrive pas à inclure Roquet dans la liste, et l'Atlético serait intéressé. Belle revanche pour lui. Alors, de toute façon, Mason Greenwood, je ne vais pas juger ses actes en dehors du football, surtout qu'il est toujours avec la maman, en l'occurrence, avec laquelle il s'est mal comporté. Donc voilà, mais c'est vrai que ça a toujours, enfin, c'est le meilleur des petits jeunes de Manchester. Moi, je trouve qu'il est au-dessus comment il s'appelle? Ouh là là, ce soir c'est compliqué, hein. de Marcus Rashford. Je trouve qu'il est meilleur que Marcus Rashford. Ça a été vraiment toujours, dans cette génération, tu sais, qui a sorti le Paris Saint-Germain là, l'espèce de remontada, peut-être un petit peu moins spectaculaire, mais en 2017, je crois. Quand ils font le match à retour à Paris avec Lukaku qui est encore à Manchester et tout, où il fait jouer tous les remplaçants parce que tout le monde est blessé ou suspendu, Greenwood, tout de suite, tu vois que c'est le meilleur en fait. C'est vraiment le meilleur de tous. Et c'est vrai que son histoire a fait en sorte que ce soit compliqué, mais son retour en Espagne est vraiment très très bon.
Après, bah voilà, hein, on en est au Barça qui arrive même pas à inscrire Roquet sur la liste parce qu'ils ont des revenus qu'ils incluent à leur chiffre d'affaires alors qu'en fait, c'est des revenus qui ne doivent pas être comptés. Enfin bon, bref, je sais pas exactement comment ils vont se démerder. L'Atlético, en revanche, ça pourrait être pas mal, hein, mais le problème, c'est que l'Atlético, ça va être très restrictif pour lui, hein, vu que l'autre, il est inamovible, ça va être complexe. Mais bon. Au Cotonou, c'est normal, Emery n'a pas fini sa croissance. Emery n'a pas fini sa croissance? Ah, Zaïre Emery. Oui, c'est vrai, ouais. Oui, t'as tout à fait raison. Ouais, je pensais qu'on parlait de l'entraîneur. T'as tout à fait raison. Donc ça, c'était le truc. Le Real est toujours à la recherche d'un défenseur central, hein, au moins parce que blessure sur blessure sur blessure. Hein, Alaba et Militao, donc c'est très compliqué pour le Real. Il n'y a aucun remplaçant. Tchouaméni est obligé de jouer en défense centrale. Et on parle de Raphaël Varane qui pourrait quitter Manchester United et revenir au Real, avec l'avantage, bien entendu, déjà de connaître la maison, de parler espagnol, bien entendu, et d'avoir une adaptation ultra rapide à la Liga, c'est clair, et d'avoir aussi de l'expérience en Ligue des Champions. Donc il y a pas mal. Donc voilà, Tchouaméniga, oui, effectivement, pas fou pour la défense. Non, quand tu mets deux milieux de terrain, un latéral gauche et un défenseur central, c'est que t'es quand même dans une galère sans nom. Hein. Ça commence à devenir compliqué. Hein. Alors bon. Il y a un autre club qui est comme ça, bien sûr, c'est Milan. Milan qui, pareil, a perdu quasi tous ses défenseurs. Donc c'est pareil, on est en train d'essayer de récupérer des défenseurs. Il y a Gabia qui va revenir de Villarreal, qui est un petit jeune qui a été... un jeune, il est plus petit. Un jeune qui a été formé à la Primavera du Milan et qui avait été envoyé en prêt à Villarreal. Et Marcelinho veut bien nous le rendre, exceptionnellement mettre fin au prêt au mois de décembre. Hein, donc autant vous dire qu'il jouait pas beaucoup à Villarreal, hein, parce que s'il était titulaire indiscutable, il serait resté là-bas. Et il revient, donc c'est un bon défenseur. Hein. Ok, ça marchait peut-être pas à Villarreal, mais Gabia c'est plutôt un bon défenseur. C'est pas un génial défenseur, mais c'est un bon défenseur. Moi, quand il est sur le terrain, je suis pas inquiet, quoi. C'est pas une pompe à vélo. Donc c'est très bien qu'il revienne. Et puis, Milan est en train de voir pour essayer de récupérer un défenseur un peu polyvalent. Là, on parle d'un défenseur de Brest qui serait et milieu de terrain et défenseur central. On verra. C'est un peu le même combat, Real et Milan en ce moment. C'est très compliqué avec les blessures, mais Milan de très très loin, hein, parce qu'on en est à plus de blessures que de buts dans la saison 2023-2024. Hein. Il faut savoir qu'on en est à 31 blessures musculaires et Milan a marqué 30 buts. Donc c'est compliqué. Donc voilà. Et enfin, alors on va parler un petit peu d'Mbappé d'ailleurs après, mais je vais lire des trucs. Dans le Mercato Première Ligue, il y a Todibo qui intéresse pas mal de clubs de Première Ligue. Oui, effectivement. Et puis Todibo, a priori, a des envies de voyage. Hein. Il a envie de se barrer. Donc voilà. Et puis si tu considères que Jim Ratcliffe vient d'arriver au board de Manchester United et que c'est donc Ratcliffe qui est propriétaire de Todibo par le biais de l'OGC Nice, ouais, ça pourrait faire du bien à Manchester d'avoir un Todibo en défense centrale, parce que c'est quand même un très bon défenseur, hein, il faut le dire. Alors, il a eu des hauts et des bas dans sa carrière, il est passé par le Barça, tout ça, ça a été une catastrophe, finalement il est revenu, tout ça. Donc voilà, mais au moins il a une expérience à l'étranger. Donc c'est déjà pas mal. Il sait pourquoi ça n'a pas marché, et donc c'est bien, il aura peut-être une autre expérience. Chelsea est le mieux avancé, il me semble, sur le dossier. Alors là, s'il va à Chelsea, je pense que tout joueur normalement constitué qui, à l'heure actuelle, va à Chelsea, je suis désolé pour toi, on veut la vraie Ligue des Champions, mais c'est bien pire. J'allais dire, c'est comme le Paris Saint-Germain. Tu sais que ta carrière s'arrête là, ou en tous les cas que tu progresseras plus jamais. Il y a aucun joueur qui a progressé en arrivant au Paris Saint-Germain. Très peu de joueurs. Peut-être un petit peu Mbappé. Mais sinon, à part ça, la plupart des joueurs, quand ils arrivent au Paris Saint-Germain, ils régressent. Ou, en tous les cas, ils stagnent. Ça, c'est quand, dans le meilleur des cas, tu stagnes. Là, à Chelsea, c'est la même chose. Là, c'est une catastrophe. Tu signes à Chelsea avec 64 joueurs dans l'effectif déjà. Tu vas arriver, le coach qui connaît même pas ton prénom, il sait même pas qui t'es, il va te voir une fois sur le 3e terrain parce que t'es la 3e équipe qui joue professionnelle, hein, on parle même pas des jeunes là. Hein. Donc non, franchement, c'est pas possible quoi. Donc ouais. Oui, Palmer est content d'être à Chelsea, lui, par contre, effectivement. Palmer, c'est une bonne surprise. C'est plutôt une bonne surprise. En fait, c'était un bon jeune. Hein. D'ailleurs, à City, il voulait le garder. Hein. Donc voilà, c'est lui qui a dit qu'il se barrait. Hein, parce que Guardiola voulait pas qu'il s'en aille. Hein.
Mais le joueur a dit non mais moi je me barre. Donc si t'en es là, c'est que t'es un bon. Voilà, ça c'est autre chose. C'est un autre niveau. Les autres, en revanche, il y a quand même énormément de joueurs très surcotés qui ont signé à Chelsea. Hein. Caicedo, des trucs comme ça, c'est pas mal, tu vois. Mais c'est quand même, enfin, ça vaut pas les prix. Les prix ils sont multipliés par 4 ou 5. Enfin, c'est complètement dingue. C'est fou en fait les prix. Mais bon, bref. Vu leur manne financière. Ouais, mais à un moment, Chelsea, va falloir que le fair play financier de la Première Ligue ou de la Champions League, je sais pas, hein, mais il va falloir qu'ils les envoient en 3e division. Enfin, il y a un moment donné, ça peut plus continuer, quoi, de dépenser comme ça sans aucune limite et aucun résultat. Surtout ça. Encore s'ils gagnaient la Ligue des Champions, la Première Ligue et tout, tu te dis, bon, bah, ils ont des revenus, ils vont vendre des maillots, ils ceci, ils cela. Mais les mecs, ils sont 10e du championnat depuis 3 ans. Mais enfin, il y a un moment, faut arrêter, quoi. C'est pas possible. Donc, je sais pas. À un moment, je pense que le fair play financier de la Première Ligue va les déglinguer et va leur retirer 60 points et puis ce sera réglé. Ils seront en division 3 et puis voilà, quoi. Enfin, je sais pas, hein, je vois pas comment ça peut se terminer autrement, en fait. Et ils continuent à acheter, en plus, c'est ouf. C'est vraiment des jeux barres. Mais moi, je commencerai à vendre, en fait, avant de me demander s'il faut que j'achète. Enfin, je sais pas, mais... Enfin, bref. Qu'est-ce que j'ai encore sur ma petite liste ? Mbappé, bien entendu. Mbappé, là, ça y est, peut commencer à négocier avec tous les clubs. Donc c'est vrai que, bien sûr, le Real est plutôt favori, mais a priori, ils vont lui mettre un ultimatum. En fait, je pense que le vrai favori, c'est le Paris Saint-Germain. Mais alors voilà. Excuse-moi, je change de sujet parce que on veut la vraie Ligue des Champions nous dit ils veulent vendre Gallagher, qui est probablement le meilleur joueur de Chelsea depuis le début de saison. Enfin, je sais pas, hein, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, tous les matchs que j'ai vus, Gallagher, je me dis, ce gars-là, il sort de nulle part, mais franchement, il est bon. Et là, ils veulent le vendre. Et tu vas récupérer Ziyech. Alors bon, on est bien d'accord que Ziyech, quand même, c'est quand même une blague. Donc voilà. Oui, en plus à Tottenham, donc un concurrent pour le titre. Franchement, Tottenham, avoir Gallagher au milieu, mais ce serait fantastique pour eux, hein, parce que c'est un super bon joueur, Gallagher. Enfin, c'est pas De Bruyne, hein, on est bien d'accord, hein, mais c'est quand même un très bon joueur. Donc ouais, si Tottenham le recrute, c'est une super affaire pour eux. Et alors en revanche, c'est une très très mauvaise affaire pour Chelsea. Parce que c'est à peu près, déjà c'est le capitaine, et ensuite c'est à peu près le seul joueur qui tient la route de façon constante, on va dire, à Chelsea. Parce que c'est vrai que Palmer est pas mauvais depuis le début de saison, mais tu sais pas trop combien de temps ça va durer. Et après les autres, c'est soit On, soit, tu vois, Malo Gusto c'est plutôt pas mal en ce moment, mais ses débuts ont été bizarres. Enfin voilà, t'as beaucoup de joueurs. Dizazi c'est la même chose. Enfin ça vivote tout le reste, quoi. Gallagher c'est le seul qui est vraiment stable, quoi. Donc je sais pas. C'est vraiment très bizarre. Tottenham, en tous les cas, s'ils arrivent à avoir un milieu de terrain comme Gallagher, en plus des joueurs qu'ils ont, ce serait un très bon move. Donc voilà. Et quant à Mbappé, donc oui, bien sûr, le Real. Mais c'est vrai que moi, je continue à penser qu'il devrait aller ailleurs pour vraiment rentrer dans l'histoire. S'il veut rentrer dans l'histoire du foot et dans l'histoire d'un club, je pense que Arsenal ou Liverpool seraient les clubs les plus indiqués pour Mbappé, et surtout des clubs qui ont les moyens de l'accueillir, financiers je parle, surtout Arsenal d'ailleurs. Arsenal a énormément de moyens financiers. En même temps, ils n'ont jamais gagné une Ligue des Champions. Imaginez si Arsenal gagne gagne une Ligue des Champions grâce à Mbappé, mais il devient instantanément plus grand que Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Paul Merson et j'en passe, hein, ou les Tony Adams, les Ray Parlour, etc. Il devient la plus grande légende du plus grand club de Londres. Parce que très clairement, excusez-moi, je suis désolé, je sais pas si je vais choquer des gens, mais Arsenal, ok, n'a jamais gagné la Ligue des Champions, mais ça change pas que c'est le plus grand club de Londres en Angleterre, d'accord ? Je te parle de popularité en Angleterre. Arsenal fait partie des 3 gros clubs anglais inamovibles, on va dire, du championnat d'Angleterre. Il y a Liverpool, il y a Manchester United et il y a Arsenal. Ce sont les 3, le Big 3, on va dire, historique, celui qui draine le plus de supporters, celui qui fait le plus d'audience en Première Ligue, etc., etc. C'est ces 3-là. Hein. Les Chelsea, les Tottenham, les Manchester City, tout ça, c'est ça.
ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, ça existe, bien sûr, mais c'est pas du tout au niveau de ces clubs-là, hein. Donc, il faut savoir que Arsenal fait vraiment partie des clubs historiques de la Première Ligue. Donc voilà. Donc non. Je pense que c'est vraiment, ce serait vraiment intéressant, moi, je pense. Je pense que Gallagher qui part, c'est pour faire de la place à Lavia qui est revenu de blessure. Seule raison que je vois. Surtout qu'au Real, il y a Haaland qui va arriver. Il a une clause de départ. Oui, absolument. Si on met les sous. Alors, le truc, c'est que Gallagher, en fait, pourquoi la vente de Gallagher? J'ai entendu un truc, c'est lié cette fois-ci vraiment au fair play financier. C'est à peu près le seul joueur qui vaut de l'argent à Chelsea, que tu peux vendre. Et donc, ils sont obligés de commencer à vendre. Et ils commencent par le meilleur, bien entendu, malheureusement, parce qu'ils ont besoin de sous tout de suite, pas parce que Todd Boehly est en galère ce mois-ci, hein, non pas du tout. C'est juste qu'il faut faire rentrer de l'argent rapidement dans les caisses pour pouvoir présenter un bilan financier plutôt pas trop mauvais au fair play financier. Donc c'est pour ça qu'ils vendent Gallagher, parce que c'est le seul qui vaut de l'argent. Les autres ont été dévalués de façon complètement folle. Donc si tu vends des joueurs moins chers que ce que tu as acheté, en fait, tu vas faire rentrer de l'argent, mais tu vas aussi créer des déficits comptables, en fait, tout simplement. Donc c'est pas des bons moves, quoi, à long terme, à moyen terme. Donc voilà. Après, effectivement, Haaland a une clause. Est-ce que Haaland va partir au Real? Je pense que le Real, en fait, se dit soit on prend Vinicius, soit on prend Mbappé, soit on prend Haaland. Après, s'ils arrivent à faire les deux, Mbappé, Haaland, et revendre Vinicius, par exemple, au Paris Saint-Germain, là, ce serait masterclass. Hein. Franchement, chapeau, merci, c'est gentil d'être venu. Hein. Là, bravo. Ah, ça change pas qu'ils ont pas de défenseurs, ils ont toujours Nacho et Tchouaméni, hein, mais bon, c'est quand même pas mal, la ligne d'attaque. Donc voilà. Bref. Enfin voilà un petit peu le point mercato. Je vous ai donné mon avis juste sur Mbappé, mais bon voilà, moi je pense que l'Angleterre déjà c'est le championnat que tu dois jouer, que tu veux jouer. C'est pas la première ligue, tu vas aller taper Retafe. Enfin tu vois, c'est relou. La plupart des équipes espagnoles elles sont éclatées au sol en première ligue au moins. C'est pas fantastique, hein. C'est pas super sexy d'aller jouer Bournemouth, mais quand tu regardes Bournemouth jouer au football, je suis désolé, mais en fait, le niveau il est très élevé de Bournemouth. Tu vois, c'est ça qui est chaud. Donc voilà, c'est pas génial Bournemouth, c'est pas génial Luton hein, ou des trucs comme ça, mais je suis désolé, mais le niveau est quand même relativement élevé, même chez les petits clubs. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de surprises. Donc voilà, je sais pas. La nouvelle réglementation en Arabie Saoudite pour les non-arabes peut-elle changer la donne du mercato européen selon toi? Eh bien, je ne connais pas cette nouvelle réglementation, mais elle vient de sortir celle-là. Ils ont fait des extra-communautaires ou des trucs comme ça. Je sais pas, je suis vraiment désolé, mais si tu peux nous éclairer avec grand plaisir, je n'ai pas vu passer cette information. Donc voilà. Bon. S'ils ont fait des extra-communautaires, oui, probablement qu'ils vont être obligés de ralentir le rythme des transferts. Hein. Ils ont droit à 10 joueurs non arabes dans leur effectif, mais 8 sur le terrain. Ah ouais, 8 sur le terrain quand même. Ah ouais, ça fait quand même beaucoup. Hein. 10 et 8, ça fait quand même énormément. Non arabe en plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire des Saoudiens? Ça veut dire quoi? Je suppose que c'est des Saoudiens. Enfin, j'espère, parce que si c'est pas des Saoudiens, c'est embêtant. Si c'est une espèce de, t'as le droit à des joueurs arabes de Panarabie, je sais pas comment est-ce qu'on va appeler ça, mais style Maghreb, Moyen-Orient, etc. Je sais pas. C'est bizarre. Comment est-ce que tu vas définir les joueurs arabes? C'est assez bizarre. Bref. Donc je suppose que c'est des Saoudiens. J'espère. 10 Européens dans ton effectif, 8 Européens sur la feuille de match. Ouais, ça fait beaucoup. Hein. Je pense pas que ça va changer grand-chose parce que déjà, y a beaucoup d'équipes qui n'ont même pas 10 Européens encore dans leur club. Ils ont 5-6 et les 6, ils sont sur le terrain. Donc, bon, en fait, non. C'est juste OK, ils veulent pas aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, ils veulent au moins un goal saoudien, quoi. Un truc comme ça. Mais bon. Bref. On verra bien. Écoute, on verra bien. Écoutez, ça, c'est tout pour ce soir. C'est déjà pas mal parce qu'on a passé quand même presque plus d'1 heure ensemble. Ça a été un plaisir de vous revoir pour cette première émission de l'année de Buonasera Calcio.
Donc voilà, on a parlé de Première Ligue, on a parlé de Serie A, on a parlé de Mercato, etc. Donc Mbappé en Arabie Saoudite, balle avec le Real. Ouais, peut-être, hein, on va savoir. Je crois que Eurosport évaluait à 3% la chance qu'il signe en Arabie Saoudite, 4% ou 7% pour Manchester United. 8% pour Arsenal, etc. Bon, bref, c'était très très peu. Et puis 40% pour le Real et 40% pour le Paris Saint-Germain, je crois. Bref. Écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir été présent. N'oubliez pas, Buonasera Calcio, c'est sur YouTube. C'est bien sûr en podcast sur toutes les plateformes de streaming, sur Twitch, si vous voulez regarder les émissions. Et puis n'hésitez pas à partager avec tous vos amis fans de foot, si vous le souhaitez, bien entendu, avec grand plaisir. Merci en tous les cas de votre fidélité. Et je suis très très content d'entamer une nouvelle année avec vous tous pour qu'on partage ensemble notre passion du foot. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao les gars. Ciao.